Un geste banal qui met le feu aux poudres. Une main refusée et la Suisse qui s'embrase. Deux jeunes Ballois repoussent la main tendue de leur enseignante pour des motifs religieux, ouvrant un débat national. Un débat avivé par la dispense accordée par l'école. Intolérance, dérapage intégriste, dispense explosive, inadmissible, tollé. Dans notre culture, on se donne la main. Ça fait partie de notre vie, de notre vie ensemble. Vivre ensemble à la sauce helvétique contre préceptes religieux. Le prophète a expliqué la manière de se comporter pour chaque situation. L'un de ses savoir-faire est justement que le prophète n'a jamais serré la main d'une femme. Les signes extérieurs d'islam, une source inépuisable de tension. Le voile à l'école, même autorisé par le tribunal fédéral, continue de provoquer de vives réactions. Comme le Centre Islam et Société à Fribourg ou le Musée de l'Islam à la Chaux-de-Fonds. Dans une Suisse qui se rappelle être chrétienne à chaque polémique, quelle place accorder à l'islam à l'école et dans l'espace public? Et puis, faut-il mieux contrôler le financement des lieux de prière et des imams pour prévenir toute radicalisation? Place au débat d'infrarouge. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Quelle place pour l'islam dans notre pays? Troisième religion de Suisse. A-t-on fait trop de concessions au nom de la tolérance et du multiculturalisme? Il y a le voile à l'école, il y a les dispenses de piscine et maintenant il y a cette main qu'on refuse de serrer. Alors nous allons en débattre ce soir. Le débat, vous le savez, est très vif. On en débat avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous ce soir, Mallory Schnevely-Purdy, spécialiste de l'islam. Elle travaille au Centre Islam et Société de Fribourg. Yves Scheller, défenseur de la laïcité en Suisse et à Genève en particulier. Anne-Emery Toracinta, conseillère d'État à Genève, en charge des écoles où elle doit gérer la diversité. Thierry Béguin, ancien conseiller d'État et ancien procureur de Neuchâtel. Bassam Dogérab, porte-parole de la mosquée de Lausanne et président des Verts de Montreux. Et Saïda Keller-Messali, elle défend un islam progressiste dans notre pays. Merci à vous tous d'être avec nous. Alors ce débat, je le commence tout de suite avec vous. Madame Saïda Keller-Messali, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous défendez un islam progressiste en Suisse, alors quand vous voyez qu'on accorde une dispense dans le canton de Bâle, chez nous, à deux élèves qui refusent de serrer la main de leur professeur au nom de l'islam, est-ce que vous vous dites qu'il y a encore beaucoup de travail ici, en Suisse? Oui, il y a encore beaucoup de travail d'information aussi à faire. Ce qui s'est passé à Bâle est absolument inacceptable. Nous vivons ici en Suisse et je sais que des milliers de musulmans sont heureux d'être en Suisse. Ils sont en Suisse parce qu'il y a parce qu'il y a une liberté, il y a la sécurité et il y a aussi des coutumes que aussi les musulmans doivent respecter. Et d'ailleurs, même dans beaucoup de pays musulmans, c'est normal de se donner la main. Récemment, le président palestinien a rencontré Mme Merkel, il lui a aussi donné la main, c'est un musulman. Donc c'est juste une question d'interprétation. Et ceux qui se réfèrent à l'interdiction de toucher la main d'une femme qui n'est pas la sienne sont les gens qui se réfèrent au hadith et pas au Coran, parce que le Coran ne dit rien de cela. Quand vous dites une interprétation, c'est une interprétation dans un sens radical de l'islam? C'est un sens très conservateur, oui. Alors, conservateur, inacceptable, avez-vous dit. Bassam Dogérab, bonsoir. Bonsoir. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes vert, vous êtes conseiller communal à Montreux et porte-parole de la mosquée de Lausanne. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Saïda Keller-Messali qui parle d'inacceptable? On est en Suisse, Simonetta Sommaruga aussi parle de culture à respecter. Alors écoutez, avant de répondre directement à ce que Mme Messali a dit, il faut savoir quel est ce hadith, qu'est-ce qu'il dit et comment il a été interprété par les musulmans eux-mêmes, puisque ce hadith... Ça veut dire quoi d'abord, hadith? Pour tout le monde ne sait pas. C'est une parole prophétique qui fait des recommandations à partir de laquelle on tire des lois et des règles dans la vie courante. D'abord, ce hadith ne concerne pas les jeunes qui n'ont pas atteint leur puberté sexuelle,
Donc, il est déjà contraire, si vous voulez, où il n'y a aucune obligation religieuse pour un jeune qui n'a pas atteint sa puberté de ne pas toucher une personne de sexe opposé. Et là, c'était deux jeunes qui avaient atteint leur puberté, deux jeunes de 15 ans. Alors, en l'occurrence, d'après ce que j'ai lu, il y en a un qui avait 14 ans, puis l'autre qui avait 16 ans. Alors, la problématique ne vient jamais de la loi elle-même ou de la règle, quelle qu'elle soit, même dans les lois qu'on instaure. C'est toujours dans leur mise en application que ça pose problème. D'accord ? Ce n'est pas dans la loi elle-même. Et c'est cette mise en application qui, par rapport à toutes les lois, il faut qu'on trouve toujours le moyen de la rendre compatible ou de concilier. Monsieur Djerab, alors on n'est pas dans un cours sur l'islam, on ne va pas faire un exposé sur les hadiths, mais très clairement, moi j'aimerais que vous répondiez très clairement à Madame Saïda Keller-Messali qui vous dit c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Elle est en face de vous. Qu'est-ce que vous lui répondez aussi à l'adresse de nos téléspectateurs pour que les choses soient claires ? Je n'aimerais pas qu'on mette cette question dans le panier de l'islam. Est-ce qu'une personne, pour une autre raison que celle de la religion, qui ne veut pas le contact physique, est-ce qu'on le stigmatise ou on lui donne une casquette d'extrémiste? Moi, c'est parce que sinon, on va faire porter à l'islam la problématique de Baal, alors que c'est une problématique liée à un comportement de deux jeunes qu'il faut relativiser et savoir qu'elle n'est pas générale. Le porte-parole de la mosquée de Lausanne a beaucoup de peine à répondre à cette question. Madame Keller-Messali, on n'a pas de réponse de votre part. Vous comprenez, c'est vrai qu'il y a un sacré malaise dans la communauté musulmane. On a aussi entendu d'autres musulmans qui n'osent pas condamner, dans le fond, qui n'osent pas dire c'est inacceptable ou c'est acceptable, parce que c'est le débat de ce soir. Est-ce que vous comprenez ce malaise de la communauté ? Je le comprends, disons, un tout petit peu. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, on ne va pas discuter qu'est-ce qui est valable en islam, etc. Parce que ça, ce n'est pas la question ce soir. La question, c'est est-ce que les musulmans, même les plus conservateurs, sont prêts, ici, en Suisse, à respecter les coutumes, à respecter la civilisation, à respecter ses codes. Et ça fait partie des codes qu'on se donne la main pour dire bonjour et au revoir. Je suis moi-même enseignante. Il m'arrive aussi de dire au revoir aux enfants en leur donnant la main. Et j'ai aussi des élèves qui sont musulmans, des garçons, n'est-ce pas ? Et c'est ça la question. Ensuite, il y a le problème que vous avez juste touché. Alors, sur ce que vous dites, Madame, les codes et les coutumes locales qui sont supérieurs à la religion, Monsieur de Djerab, là-dessus, à nouveau, qu'est-ce que vous répondez ? Je vais aller plus loin. Il y a 50 ans, les coutumes étaient différentes. Maintenant, on parle de serrer les mains. On est allé même plus loin. Donc, on ne se serre plus la main uniquement. On se fait la bise, d'accord ? Dans 20-30 ans, si quelqu'un... parce qu'il a une pudeur et ce contact physique qui a beaucoup de sens, il ne le veut pas parce qu'il est attaché à sa religion, on dit il ne respecte pas les coutumes. C'est pour ça, moi, j'aimerais qu'on pose la question dans le cadre général avant de le mettre dans le cadre de l'islam. Est-ce que le toucher physique, si quelqu'un le refuse dans le cadre du droit, on a quelqu'un ici qui peut répondre, est-ce que quelqu'un qui refuse le toucher physique, est-ce qu'on le condamne en lui disant qu'il va à l'encontre des coutumes? J'aimerais une réponse de l'état de droit. Thierry Béguin, vous avez été interpellé. Peut-être que je dise quand même à l'adresse de nos téléspectateurs pourquoi on vous a invité ce soir. Parce que vous avez été en charge de l'instruction publique à Neuchâtel et que vous aviez dû vous prononcer sur le cas d'une jeune fille qui voulait rester voilée à l'école. Vous l'aviez défendue. On va y revenir. Mais qu'est-ce que vous répondez à Monsieur de Djerab ce soir? Mais quelle est votre question exactement? Si quelqu'un, pour une raison qui n'est pas religieuse, ne veut pas le toucher, ne veut pas aller au toucher physique de son interlocuteur ou de la personne qui est en face de lui. Est-ce que c'est quelque chose où on le condamne, où on lui dit non, il reste tout à fait le droit? Là, on parle de serrer les mains. Oui, là, on parle de serrer les mains. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'obligation légale, c'est clair, comme il n'y a pas d'obligation légale de serrer la main de son enseignant, mais ça fait partie de nos us et coutumes. Et je dois dire que cette attitude-là, elle est extrêmement dommageable pour l'image même des musulmans dans ce pays. Et d'ailleurs, les plus éclairés d'entre eux en sont parfaitement conscients.
Mais si quelqu'un par pudeur, dans le fond, Monsieur Béguin, ne souhaite pas serrer la main, est-ce que c'est condamnable pour certains? Non, peut-être une forme d'érotisation c'est pas saluer pénalement condamnable, mais c'est extrêmement dommageable pour les relations humaines parce qu'on cherche, n'est-ce pas, à intégrer les étrangers, à faire vivre ensemble, à faire se connaître et se respecter les différentes communautés. Ça commence par le respect des us et coutumes, non seulement de l'état de droit, mais des us et coutumes du pays dans lequel on vit, me semble-t-il. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit ma voisine. Monsieur Degérab, c'est de notoriété publique. Vous-même, vous ne saluez pas les femmes dans la mosquée. Votre imam de la mosquée de Lausanne, vous me direz si je me trompe, votre imam de la mosquée de Lausanne ne salue pas les femmes, ni dans l'espace public, ni à la mosquée. Je ne veux pas qu'on utilise le terme « ne salue pas ». Ne serre pas la main, excusez-moi, ne serre pas la main. Alors, juste une chose, toute règle ouais. Non, mais Monsieur Degérab, vous n'avez pas, durant toute l'émission, ne pas répondre à mes questions. Là, ma question est très précise, Monsieur Degérab. Est-ce que Monsieur l'imam de votre mosquée serre la main des femmes à l'intérieur et à l'extérieur? Vous savez que le rabbin ne serre pas la main? Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Non, mais c'est tout aussi inacceptable, monsieur. Mais madame, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous mettez les femmes dans une position qui n'est pas celle que nous avons en Suisse. En Suisse, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Donc l'école ne peut pas tolérer que des enfants, des élèves, ne serrent pas la main de leur professeur, si c'est la coutume dans l'école en question, ou refusent de se faire toucher à la gymnastique parce que, par exemple, l'enseignante est une femme et qu'elle doit assurer l'élève dans un exercice difficile. Ça, c'est pas possible, monsieur. Si je peux me permettre, madame, je veux juste... Oui, si je peux me permettre, la salutation en soi est universelle, est une pratique universelle. Maintenant, les formes de salutation sont construites et elles sont culturelles. Et il faut peut-être revenir à l'origine de la poignée de main, finalement, dans nos sociétés. La poignée de main, au départ, finalement, quand deux personnes se rencontraient, voulait aussi simplement montrer qu'on n'était pas armés, qu'on venait avec paix, qu'on allait serrer la main. Par extension, avec le développement de l'histoire, comme vous le dites, une salutation finalement change, les us et coutumes changent, et c'est devenu finalement marquer ma présence face à toi. Je suis face à toi, je te touche, on est dans cette interaction en ce moment même, ensemble, et en tant que tel, je te respecte. Mais plus encore, finalement, cette poignée de main délimite l'espace social à partir de laquelle on est dans une interaction entre deux personnes. Si on est plus éloigné, on n'est pas sûr qu'on s'adresse l'un à l'autre, et si l'on est plus proche, on entre dans une distance peut-être sociale qui devient trop intime. Donc il y a différentes valeurs qui sont sous-jacentes à la salutation telle qu'on la pratique chez nous, et il y a d'autres formes de salutation. Et souvent, ce type de valeur qui est porté par cette forme de salutation est peut-être mécomprise par des personnes qui ont d'autres formes de salutation. Dans le Moyen-Orient, par exemple, si je me trompe, une forme de salutation courante est de se pencher légèrement en avant en mettant la main sur le cœur. Voilà. Et le fait de ne pas serrer la main de la personne signifie que je te respecte dans la distance qui est pour toi confortable. Bon, ça, c'est une belle théorie, Madame Mallory. Oui, c'est une théorie, mais elle est importante. Mais là, oui, d'accord. Mais enfin, il se trouve que c'est deux jeunes qui, je crois, sont quasiment nés en Suisse et disons, je crois qu'ils savent ce que ça veut dire serrer la main d'une personne. En fait, je pense pas que même tous les Suisses se rendent compte de ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'en l'occurrence, ils se rendent pas compte. Mais je veux dire, l'école est là pour leur l'apprendre, en l'occurrence. Et qu'on ne me comprenne pas, je suis absolument pas pour que ces enfants, ces jeunes refusent de serrer la main d'une enseignante. Pour moi, c'est ici justement une forme de discrimination et d'irrespect envers l'institution. Alors, Monsieur Chalère, vous voulez réagir ? Oui, alors moi j'ai été élevé chez les jésuites en partie, donc je suis tout à fait à l'aise là. Je crois qu'il faut distinguer, on ne va pas pouvoir s'en sortir si on ne fait pas un certain nombre de distinctions. Il faut d'abord distinguer ce qui est du droit, qui s'impose à tous, et qui ne descend pas dans les détails de la vie quotidienne, contrairement aux morales, notamment religieuses, qui règlent la vie des gens du matin au soir, du début de la semaine à la fin de la semaine, du début du mois à la fin du mois et du début de l'année à la fin de l'année. On est dans le domaine du droit et quand j'entends M. Degérab dire la loi, on peut utiliser les termes qu'on veut, mais la loi, c'est la loi commune, celle qui s'impose à tous. Alors il est vrai qu'entre les morales et la loi, il y a la coutume, c'est-à-dire une espèce de moralité, un truc collectif. Alors, dans toutes les civilisations, c'est vrai ce que dit Mme Cheneville, moi j'ai un peu voyagé, on se salue, je me rappelle qu'au Cambodge, on rejoint les deux mains en se penchant en avant, chez les Russes, on s'embrasse sur la bouche, enfin voilà, mais ce sont des signes de reconnaissance. Ce qui me frappe fortement dans l'attitude, je ne dirais pas des musulmans, parce qu'il y a une autre distinction qu'il faut faire, sans laquelle on ne peut absolument pas parler, c'est la distinction entre les islamistes
et les musulmans. Ce n'est pas la même chose. Les islamistes nous cachent les musulmans, parce qu'ils se lancent dans ce genre d'opération, parce qu'on fait parler d'eux et que c'est parfaitement délibéré. Et ce qu'ils manifestent là, ce n'est pas une foi, c'est une idéologie qu'on connaît parfaitement, qui voudrait reléguer la femme dans l'espace privé, avec les animaux et les plantes vertes. Et c'est pour ça que c'est inacceptable. Ils voudraient substituer à la loi commune leurs coutumes pour se tailler à l'intérieur de nos sociétés des espèces de ghettos. Mais c'est ce qui s'est passé à Bâle. C'est ce qui s'est passé à Bâle. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Bâle. Je n'ai pas été sur place, je n'ai pas analysé la chose, mais je fréquente les islamistes depuis très longtemps et je sais très bien où ils veulent en venir. Il s'agit simplement de recoloniser l'espace public au profit des communautés, notamment la leur. Ça, c'est non, ça ne passera pas. C'est grave ce que vous dites, Monsieur Scheller. En tout cas, c'est des mots forts, signe d'islamisme, Monsieur de Gérard. C'est deux sujets qui sont complètement distincts. Vous savez, l'islamisme, c'est pas... Si quelqu'un ne serre pas la main, ça ne veut pas dire qu'il est un islamiste, quand même. Si. Non, excusez-moi. Je vous dis, la règle... la règle, il y a une règle et une loi qui est tirée d'un hadith du prophète. Et qui est interprétée différemment dans l'islam. C'est pas seulement qu'elle est interprétée différemment... Il n'y a que vous qui l'interprétez de cette manière, excusez-moi. J'ai voyagé. Je l'interprète comment? Dites-moi, juste que je l'interprète comment? De la façon la plus rigoriste qui soit. Non, parce que je vous ai dit... Votre origine idéologique est éclatante. Un médecin musulman, quand il doit traiter une femme, il ne va pas se dire non, je ne peux pas la toucher. C'est pour ça que je vous dis, toute règle et toute loi possède des exceptions qui lui permettent d'être intégrée dans la vie. En revanche, certaines femmes ne veulent pas être touchées par un médecin homme, n'est-ce pas? Oui, à Lucerne, on a eu cet exemple. D'où ça vient? Alors, oui. C'est pas ça l'islam. Ça, c'est un cas qui est à voir en se disant pourquoi elle ne le veut pas. Mais pourquoi elle serait venue chez le médecin dans ce cas-là? D'accord? Mais moi, je suis en train de dire il ne faut pas mélanger l'islamisme par rapport à un acte au travers duquel on définit une personne qui est un islamiste. Non, l'islamiste, lui, il prend la loi, il l'applique sans vouloir non seulement l'interpréter avec d'autres interprétations que la sienne, mais le musulman du juste milieu, lui, il garde la loi, puis il regarde comment la mettre en application, tout en essayant de faire en sorte que ça soit compatible dans sa vie. C'est ça la différence. Alors, j'aimerais bien qu'on avance un peu dans ce débat. Madame Cheneville-Purdy, j'ai une question à vous poser. Dans le fond, on en arrive aujourd'hui à l'affaire de cette main qu'on refuse de serrer. Je le rappelais en début de cette émission, il y a aussi le voile à l'école, il y a les concessions, il y a les dispenses pour la piscine. Est-ce que dans le fond, on a fait trop de concessions en Suisse, et est-ce qu'on a dans le fond préparé le terrain pour que des jeunes musulmans refusent de serrer la main de leur professeur ou non? Je ne dirais pas qu'on a fait trop de concessions, parce que si on avait fait trop de concessions, c'est des cas qui seraient beaucoup plus importants numériquement qu'ils le sont actuellement. Je pense qu'on est aussi là par rapport à des spécificités qui sont liées à certains milieux, peut-être, à certaines catégories d'âge aussi. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas non plus comparer directement la poignée de main avec le port du foulard ou les dispenses de piscine. Encore peut-être avec les dispenses de piscine. Moi, ce qui m'apparaît vraiment important, c'est d'essayer d'éviter d'enfermer les gens dans les représentations qu'on en a. Et du coup, de partir du principe que le foulard de la femme qui désire le porter, de la jeune qui veut le porter, lui soit forcément imposé, ou de partir du principe qu'elle a intériorisé la contrainte en fait, sociale que d'être voilée. Je pense qu'il faut les écouter. Et moi, ce qui m'importe avant tout, en fait, c'est que les jeunes soient scolarisés. Parce que, admettons justement que tout est intériorisé une contrainte, c'est justement par l'éducation, par la scolarisation, par l'accès finalement à la raison critique, au texte, aux sources, qu'elles pourront s'autodéterminer un jour. Et je pense que dans le cas de l'école, justement, il y a peut-être des aménagements qui doivent être faits, qui ne sont pas des aménagements qui doivent être faits dans le privé. Parce que c'est vraiment important que tous puissent avoir accès à l'école pour un jour s'émanciper ou confirmer finalement l'orientation religieuse dans laquelle ils s'inscrivent. Qui s'enferme? Ce n'est pas nous qui enfermons les jeunes musulmanes qui pensent devoir porter le voile, ce qui n'est pas une prescription coranique.
je suis quand même un peu renseigné, c'est elles qui s'enferment, c'est pas nous. Alors c'est vous qui les voyez comment fermer, parce qu'elles toutes ne vont pas dire qu'elles sont fermées. Certaines n'ont effectivement pas le choix, et je pense que c'est important de se battre pour celles qui n'ont pas le choix de le porter. Et les autres choisissent librement. Pas tous en même temps. Monsieur Scheller, j'ai juste une question à vous poser, vous qui défendez précisément la laïcité. Il faut quand même rappeler que la Suisse n'est pas un État laïque, hein, contrairement On a une très bonne constitution, mais nous avons à la 2 France. cantons laïques, c'est-à-dire 2 cantons dans lesquels les églises sont de droit privé. Et notre constitution, précisément, commence avec une référence à Dieu, au nom du Dieu Tout-Puissant. Oui, ça c'est pas très gênant. On a le droit de montrer des signes religieux à l'école. Alors, dans les écoles, alors même à Genève, qui est un canton laïque, la situation est très différente de la France. La commission Stasi, qui s'était réunie à l'origine pour... mais Mme Emery Toracinta sait ça mieux que moi, n'était pas tellement partante pour interdire le voile au départ. Et puis il y a eu des témoignages d'élèves, et notamment de jeunes filles musulmanes non voilées, ou de jeunes filles qui venaient de pays dans lesquels l'islamisme avait fait des ravages, et qui subissaient des pressions de leurs camarades voilés, qui leur disaient que t'es pas une bonne musulmane. Il y en a même qui étaient menacés par des loulous qui venaient leur dire tu vas porter le voile la prochaine fois. Donc ça a fait retourner la commission, et je pense qu'on a eu raison d'interdire le voile en France dans les conditions spécifiques de la France. Maintenant, à Genève et en Suisse, même si une initiative se prépare, évidemment montée par l'extrême droite, je ne pense pas qu'on ait affaire au même problème. Donc on le créerait si on agissait contre Alors une initiative qui se prépare par l'extrême droite, ça c'est en tout cas vos propos, c'est effectivement une initiative qui a abouti en Valais par l'UDC du canton du Valais. Il y aura une votation là-dessus. Madame Toracinta, sur ce que disait Madame Chenevly-Purdy sur effectivement la nécessité de trouver des compromis à l'école pour garder ses enfants à l'école, c'est vrai que c'est important. Alors, je n'ai pas interprété les propos de ma voisine comme étant ceux d'un compromis. Je crois qu'on ne doit pas avoir de compromis, on doit être extrêmement clair. Nous sommes un État laïque, qu'on le veuille ou non, en tout cas à Genève, c'est très clair à ce niveau-là. On défend des valeurs qui sont celles de la laïcité. Et la laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité de l'État par rapport à toutes les religions. Donc, dans le cadre scolaire, on doit respecter ça. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il est inimaginable, je l'ai dit tout à l'heure, inacceptable qu'on puisse imaginer que des jeunes refusent de se plier à des règles qui seraient celles que suivent tous les autres élèves. Par exemple, serrer la main, ou avoir des enseignantes femmes pour l'éducation physique, ou suivre des cours de biologie sans avoir des théories créationnistes ou autres. Ça, c'est une première chose. Donc on ne peut pas dispenser des élèves. Moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est exclu de les dispenser d'un cours. L'éducation physique, on la suit. La piscine, on suit, etc. Il n'y a plus de dispense pour la piscine? Non, normalement, en tout cas, très clairement, non, on ne doit pas en donner. Alors on peut par contre, bien sûr qu'on va admettre qu'il faut peut-être des vestiaires séparés. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait admettre. Il faut être très clair sur les dispenses. Par contre, là où Genève a fait preuve de pragmatisme et où Genève se distingue, et ça date depuis 20 ans, hein, c'est une politique qu'on mène depuis 20 ans à Genève, c'est qu'on tolère les signes religieux, quelles que soient les religions d'ailleurs, pour les élèves. Le foulard, la kippa, ça peut être la kippa, etc. Pourquoi? Et là, je rejoins ce qui a été dit avant. Ce qui est important, c'est le rôle de l'école aussi. C'est d'éduquer, c'est d'élever, c'est d'amener l'élève à réfléchir à ce qui se passe. Et quand on a des situations comme celle de Bâle, parce qu'elles arrivent de temps à autre, et pas forcément d'ailleurs que dans le cadre de l'islam, j'aimerais qu'on soit aussi très clair par rapport à ça. On le voit avec des élèves qui peuvent être adventistes, qui peuvent être israélites, etc. Quand ce genre de situation arrive, notre but, c'est toujours d'essayer de dialoguer avec l'élève, de lui rappeler les valeurs de la démocratie, les valeurs de la laïcité, le cadre dans lequel on est. De rappeler aussi que s'il refuse de se plier à ce cadre, alors il y aura peut-être effectivement un processus qui pourra aller à terme jusqu'à l'exclusion. Mais ça n'est jamais arrivé parce qu'on arrive toujours à dialoguer. Et ce n'est pas un compromis, c'est simplement rappeler les règles et permettre à l'élève aussi au fond, quelque part, d'accepter les règles de vie en société chez nous. Alors, la question qui se pose, et vous l'aviez évoqué, M. Scheller, c'est la question de savoir s'il faut, dans le fond, revenir en arrière par rapport au voile. Il y aura cette votation dans le canton du Valais. J'aimerais vous la poser, Thierry Béguin, puisque je le rappelais en ce début d'émission, vous avez été en charge de l'instruction publique à Neuchâtel, et vous aviez dû statuer sur la première élève musulmane à porter le voile à l'école dans le canton de Neuchâtel. Vous aviez défendu cette élève pour le port du voile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prendriez la même décision? Alors, à l'époque, c'était la commission scolaire de la ville de La Chaux-de-Fonds qui, appliquant une vision, disons, très stricte de la laïcité, avait exclu cet enfant de l'école. Le père avait recouru et j'avais cassé cette décision en estimant d'abord que c'est quoi la laïcité? La laïcité, elle s'adresse à l'État et notamment à l'école. Elle doit respecter la neutralité.
Mais la laïcité ne s'impose pas aux élèves. Les élèves ont la liberté de conscience. Première chose. Puis deuxième chose, je me disais, si on exclut cet enfant de l'école, on va la renvoyer dans son ghetto, peut-être intégriste. Elle n'aura aucune chance de développer un esprit critique pour peut-être prendre de la distance par rapport à son milieu. Et j'estimais que c'était lui rendre service et que c'était la vocation de l'école, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, que de l'intégrer plutôt que de l'exclure. Et d'ailleurs, si nous sommes aussi, si nous connaissons la séparation de l'Église et de l'État, et que nous sommes un État laïque, nous avons une laïcité qui n'est pas une laïcité d'exclusion, mais une laïcité d'intégration. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai introduit à l'époque, en 2003, des modules dans les cours d'histoire de l'école obligatoire d'enseignement des cultures religieuses et humanistes, où on parle du judaïsme, où on parle du christianisme, où on parle de l'islam, où on parle du bouddhisme, le siècle des Lumières, les philosophes, parce qu'il y a aussi un humanisme athée, etc. Et ça, j'estime que c'était pas du tout contradictoire avec la laïcité, c'était pas un catéchisme, mais c'était leur apprendre et lutter un peu aussi contre l'analphabétisme religieux qui sévit quand même. Alors ça, c'était en 1998, Monsieur Béguin. Je vous propose d'écouter ce que vous disiez à l'époque, et puis on vous retrouve juste après. J'espère que pas du contraire. Le port du foulard n'est pas plus choquant que le port de la kippa par un juif, du port de la croix chrétienne par un chrétien. On ne répond pas à l'intégrisme supposé par l'intégrisme laïque. Est-ce qu'il est judicieux de punir une enfant parce que son père l'oblige à porter le foulard islamique en lui interdisant l'école? Alors, Monsieur Béguin, ça c'était il y a bientôt 20 ans. Vous m'avez dit au téléphone, aujourd'hui, vous ne prendriez pas forcément la même décision. Je ne serais peut-être pas aussi enthousiaste pour la prendre, parce que le contexte a changé. Et je me dis que ce genre de décision peut être aussi de nature à encourager les franges les plus extrémistes de l'islam à revendiquer de plus en plus. À l'époque, c'était quand même un cas relativement isolé. Ça ne posait pas tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, quand on voit le développement, alors je ne parle pas des musulmans qui jouent le jeu, qui acceptent de la main qu'on leur tend, avec qui on a des réunions régulières, qui sont tout aussi scandalisés de l'histoire de l'enseignante baloise. Avec ces personnes-là, nous n'avons aucun problème. Mais il y a quand même des franges islamistes qui apparaissent en Suisse, il y en a aussi dans le canton de Châtel, on les connaît moins, elles sont un peu souterraines, je pense que la police doit certainement s'en occuper, et là, on développe quand même une théorie impérialiste de vouloir imposer petit à petit à la société leur vision des choses et leurs lois. Et même certains vous disent, ce n'est pas un objectif immédiat parce qu'on n'a pas le nombre, mais avec les années, grâce à la démographie, on pourra un jour imposer notre vision des choses. Et ça, disons, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement dangereux, qui me préoccupe. Alors, je suis pour être libéral, mais pas pour être angélique. Je crois qu'il faut quand même voir les vrais problèmes. Monsieur Gérab, oui, une réponse. Je vais répondre, Monsieur Béguin. C'est comme votre changement de position, c'est donner raison à ces islamistes. Parce qu'en réalité, en agissant comme ça, en prenant une extrême, vous êtes en train d'aller dans l'autre sens et empêcher ceux qui vivent cela, indépendamment de l'extrémisme, de ne plus pouvoir le faire, et vous allez les exclure et donner raison aux discours islamistes qui cherchent à les attirer dans leur filet. Donc, le problème, la question du voile est une question à part, et la question de serrer la main est une question à part. Je comprends parfaitement. Alors, il n'y a que des questions à part. Non, mais c'est deux. Non, parce qu'il ne faut pas les mélanger. La question de la poignée de main, nous, à la mosquée de Lausanne. Monsieur Gérab, c'est en fait, Monsieur Béguin se fait le relais de certaines peurs. C'est vrai qu'il y a dans la société. Je la comprends. Alors, je comprends la crainte de nos citoyens quand ils voient ce qui se passe. Mais je m'excuse, il ne faut surtout pas généraliser cela
aux musulmans qui sont pratiquants et qui ont une croyance et une foi rigoriste, mais qui ne sont pas des extrémistes. Parce que l'extrémiste, comme j'aimerais qu'on le comprenne, c'est celui qui applique la loi sans chercher à trouver le moyen de la mettre en application. Et c'est là la différence. Parce que le musulman qui est rigoriste, qui est de juste milieu, cherche à voir comment la mettre en application. Les musulmans chez nous, qui sont confrontés à ce problème avec leurs enfants, on leur dit, écoutez, si au bout du compte... en Suisse, vous dites, ou à la oui, mosquée. ici en Suisse. Ouais. Au bout du compte, si ça va poser un problème plus grave... Il y a 400 000 musulmans, dont un tiers, en fait, qui sont suisses. On parle toujours des musulmans comme s'ils n'étaient pas suisses, mais il y a quand même un tiers de musulmans qui sont suisses. Alors, on a eu des cas où ils sont venus à la mosquée en disant, mais voilà, j'ai mon fils, et par rapport à cette règle, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, cette règle, c'est une règle. Si votre interlocuteur ne la comprend pas, que ce n'est pas contre lui, il ne faut surtout pas chercher la confrontation sur cette question-là. C'est tout. Donc, c'est là le juste milieu. Ce n'est pas le fait de dire, non, alors, cette loi qui est en islam, elle est contraire aux coutumes, alors je la jette derrière et je ne la prends pas en considération. Monsieur Béguin, est-ce que dans le fond, il n'y a pas une forme de peur, mais aussi de fantasme? Non, alors, je ne parlerai pas de peur, je dirais de crainte. De crainte. Parce que j'ai quand même été frappé par le fait suivant. La prestigieuse université Al-Azhar du Caire, qui dispense depuis très très longtemps un enseignement, et c'est la plus haute autorité de l'islam sunnite. Alors vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Oui. Mais ces messieurs de l'université du Caire ont eu beaucoup de peine à condamner les exactions de Daesh. On finit par le faire. On finit par le faire lorsque ce pilote jordanien a été brûlé vif dans une cage, parce qu'ils ne pouvaient quand même pas faire autrement. Ils ont dû admettre que c'était tout à fait contraire aux règles de l'islam, mais ils ont ajouté ceci. Ils ont dit « l'Occident domine le courant déliquescent ». Ça fait allusion à notre décadence de l'Occident. Et dans le même temps, domine le courant dur et extrémiste. C'est l'islamophobie. Et ceci participe d'un jeu international contre la Oumma islamique. Alors, on voit qu'il y a quand même une certaine paranoïa chez des hauts dirigeants de l'islam sunnite, en tout cas à l'université du Caire, et disons que ça anime un peu mes craintes. Mais ça ne se passe pas en Suisse, Monsieur Béguin, si vous me permettez. Oui, mais je veux dire, ils sont quand même en contact avec ces gens-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette volonté chez certains, de volonté impérialiste d'un jour nous imposer leur vision du monde et leur loi. Toutes les religions ont connu des formes d'intégrisme. Mais je dis toujours que le mot intégrisme, il a été créé pour les catholiques et le mot fondamentalisme pour les protestants. Oui, mais le problème, c'est réalité. C'est que nous, on a commis beaucoup d'erreurs et de fautes, et on a des péchés à se faire pardonner, c'est clair, mais c'est le passé. Et il y a un décalage dans l'évolution. Est-ce que vous partagez, Mme Toracinta, les craintes et les peurs de votre ancien collègue? Je pense effectivement qu'il ne faut pas être angélique, mais je le répète, c'est plutôt par le dialogue, et notamment grâce à l'école, qu'on va permettre de changer les mentalités. Ma crainte, c'est ce qui s'est passé en France. La France, qui a une forme de laïcité très stricte, elle interdit le foulard à l'école, elle l'interdit après dans tout l'espace public. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plutôt des personnes qui se radicalisent ou une forme de montée du communautarisme qui allait d'ailleurs totalement à l'envers de ce qu'était l'intégration telle que la France l'avait imaginée. Et mon souci, c'est pas d'avoir à un moment donné des jeunes qui, parce que quelque part ont le sentiment qu'on les rejette, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas essayé de dialoguer avec eux, qui après, alors effectivement, vont subir, vont partir dans les idéologies qui vont les attirer. Donc, je ne cautionne en aucun cas une forme d'intégrisme, je dis simplement qu'on doit pouvoir dialoguer, tout en étant très ferme, je le répète, sur le cadre. Et puis j'ai envie de le rajouter aussi, pour les enseignants, il est exclu
exclu d'avoir un quelconque signe religieux ou politique, d'ailleurs, par ailleurs. Là, oui, c'est la parce qu'ils détiennent une parcelle d'autorité publique. Exactement. Et pas question pour vous non plus de revenir sur la question du voile à l'école? Non, alors elle a été tranchée par le tribunal fédéral tout récemment. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir l'évolution du tribunal fédéral par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire que même si, à titre personnel, moi j'aimerais mieux qu'il n'y ait aucune kippa, aucun foulard dans des écoles, enfin quelque part que l'école reste un lieu serein et neutre. Maintenant, le tribunal fédéral a changé, je crois qu'il faut l'admettre, et puis il faut se dire que c'est surtout le dialogue. Mais par contre, si on est ferme sur les principes et ferme sur le suivi des cours... Concernant cette décision du tribunal fédéral, je dois dire, moi j'étais très déçue par cette décision, surtout aussi par l'argumentation, car l'argumentation dit que c'est de la liberté religieuse de cet enfant de porter le voile, alors que le Coran ne fait pas le port du voile comme devoir. Donc, ce n'est pas du tout de la catégorie de la liberté religieuse. Quant à tout à l'heure, vous qui avez quand même séparé tous les problèmes, j'aimerais revenir sur ça. Vous dites, ça c'est un cas, ça c'est un cas et ça c'est un cas. Pour moi aussi, c'est tout le même, c'est le même esprit qui lie tous ces cas. C'est le même esprit islamiste qui veut que la fille porte le voile, que la femme disparaisse de l'espace public. C'est le même esprit qui a une image de la femme, qui est très problématique. C'est pour ça que le simple fait de serrer la main suscite une, je ne sais pas quoi, sexuelle ou quoi. Donc, tout tourne autour de la sexualité, tout tourne autour du corps de la femme. Le corps de la femme, c'est l'obsession des islamistes. C'est l'obsession numéro 1. Et l'obsession numéro 2, c'est le pouvoir, c'est-à-dire pouvoir exercer du pouvoir, que ce soit sur des enfants. On le voit, par exemple, en Autriche, avec cette histoire de jardin d'enfants coranique qui a fait de grandes vagues. C'est le pouvoir sur les enfants, le pouvoir sur le corps de la femme. C'est ça qui est au centre de l'idéologie islamiste. Et je comprends parfaitement votre crainte. Alors, on va laisser répondre M. De Gérard. J'en entends de beaucoup de gens la même crainte que vous avez, et ça a des raisons. Ça a des raisons très concrète. Pourquoi cette crainte? Et il faut la prendre au sérieux. Alors, une réponse sur le corps de la femme. Alors, la crainte par rapport au port de la voile, je la balaye, d'accord? Je suis désolé, parce que le voile est perçu dans l'islam pour que la femme ne se sente pas agressée. Et il y a des cas où je vous montre ici, ça c'est la liberté réellement pour la femme de porter le voile, où on dit les policières voilées font leur entrée dans la police du Minnesota. Sans aucun problème, ça a été accepté. En plus, en Australie, elle porte le voile et devient la première femme musulmane capitaine de la marine. D'accord? Une avocate. Oui, mais de quoi vous vous occupez? Non, mais c'est juste pour vous dire. Attendez. Vous cherchez. Que vous ne craignez pas d'être agressé par nous tout à l'heure, parce que si vous ne portez pas le voile, vous courez un risque terrible. Oui, moi j'aimerais vous poser une question. J'aimerais juste vous poser une question. Il y a 20 ans, le moufti de la grande mosquée de Marseille a dit, si à l'époque de la révélation et du prophète, le voile avait pour mission de protéger la femme, de l'homme. Aujourd'hui, de préserver la dignité de la femme, aujourd'hui, ce qui protège le mieux la dignité de la femme, c'est l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est un mécréant ou bien est-ce que c'est un non, ceci n'est pas contraire à l'autre. Hein. Ce que vous dites n'est pas contraire à ce que vous avez avancé avant. Peut-être, M. De Gérard, ce que vous ne nous avez pas dit, dans le fond, c'est que certains musulmans estiment que c'est par respect qu'ils ne serrent pas la main de la femme. C'est juste ça? C'est ce que je voulais dire quand je voulais parler du hadith, parce que, voilà, ça c'est ne pas toucher, c'est-à-dire... Vous rentrez dans un musée, vous voyez ça, par respect, vous ne touchez pas. Ne pas toucher quand vous voyez ça, parce qu'il y a danger. Et ne pas toucher quand vous voyez ça, c'est par dénigrement, ce qui n'est pas le message de la parole du prophète. On nous a pas enseigné. Et donc sur la femme, on ne touche pas la femme par respect. Mais parce que le prophète, quand il a dit ce hadith, il s'est adressé à ses compagnons en leur disant...
il serait préférable, alors je vais vous lire le hadith parce que je ne l'ai pas par cœur, mais juste donnez-moi 2 secondes. Non, mais je veux juste que vous l'écoutez. Je veux juste que vous l'écoutez. Monsieur de Gérard, je ne vais pas vous laisser le lire parce qu'on a... Non, le monopole, ça de toute façon. Mais j'aimerais bien progresser dans le débat, j'aimerais bien voir ce qui se passe du côté des réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'en préparant cette émission, on a reçu beaucoup de messages. J'aimerais aussi passer la parole après à des jeunes musulmans qui sont avec nous dans le public, qui brûlent d'impatience de l'apprendre. Alors, mais tout d'abord, quelques questions qu'on a sélectionnées. Et je vais vous demander des réponses brèves. Première question pour vous, Yves Scheller, la paix religieuse en Suisse, on va voir tout ça s'afficher à l'écran. La paix religieuse en Suisse doit-elle être remise en cause par des lois laïcisantes et de plus en plus rigoristes, visant trop souvent la même communauté? C'est une question d'Omar Azabi, jeune vert de Genève, présent ce soir sur notre plateau. Une réponse brève, s'il vous plaît. Je suis étonné qu'on dise que c'est la laïcité qui met en danger la paix religieuse. Parce qu'à l'évidence, de façon surabondante dans l'actualité, on voit très bien que ce qui met en péril la paix religieuse, c'est bien plutôt l'islamisme et également d'autres mouvements religieux. Et par une opération de retournement qui est tout à fait classique, on accuse la laïcité qui, elle, au contraire, est le seul système qui permette d'intégrer l'ensemble des religions. Je précise que l'État laïque est aussi neutre vis-à-vis des athées et des agnostiques. Et c'est tellement bien fait qu'on peut même accueillir des religions qui n'existent pas encore, vous voyez, ce système. Très bien, c'est de la science-fiction. Mallory Schnevely-Purdy, une question pour vous. Pourquoi est-ce seulement l'islam qui pose problème alors qu'avec toutes les autres confessions, tout se passe bien? Avez-vous une réponse? Question de Monique Buffat. C'est avoir la mémoire courte que de penser que c'est juste avec l'islam qu'on a des problèmes. L'histoire a montré que les luttes religieuses ont eu leurs problèmes aussi en Suisse. Aujourd'hui, effectivement, la Suisse fait face à une population musulmane croissante qui est l'impensé finalement de ses constitutions, de ses lois, et qu'elle doit discuter ou régler ou négocier ou ne pas négocier, mais simplement y penser. Et qu'actuellement, on doit intellectualiser finalement cette présence musulmane qui doit aussi se refléter à l'intérieur des lois. Et clairement, comme c'était l'impensé, ça crée actuellement plus de problèmes. Et il est vrai aussi que les communautés migrantes qui ont migré jusqu'à présent étaient par exemple de langue latine, de confession chrétienne, donc posaient aussi moins de défis directement à la société que les communautés musulmanes qui viennent des Balkans, de Turquie, du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, où c'est beaucoup plus complexe et on peine à trouver justement un angle à partir duquel commencer à discuter. Alors, question pour vous, remarque plutôt pour vous, Bassam de Gérab, elle est assez musclée, je ne vous le cache pas, mais enfin, elle vous est adressée. Que faites-vous encore en Suisse? L'Arabie Saoudite semble beaucoup plus adaptée à votre puritanisme. C'est une remarque, un commentaire de Marco Andrea Carenza. Alors écoutez, ça c'est pour moi une remarque vraiment extrême. Ça montre que les extrémistes s'alimentent mutuellement. La volonté d'interpréter la laïcité à son extrême fait le jeu de l'islamisme, d'accord, pour réellement exclure la partie du juste milieu. Moi, je suis un citoyen, je suis quelqu'un qui croit au dialogue, je suis ouvert, d'accord, mais être ouvert ne veut pas dire se coucher. Je suis désolé. Moi, je défends certaines valeurs de ma religion que je trouve compatibles avec les lois et les règles en Suisse. Et j'essaye d'être entre les deux, en respectant les deux, et je n'ai aucun problème. Donc, à ce monsieur, je lui dis, vous êtes en train de vous adresser à la mauvaise personne. Alors, Saïda Keller-Messali, l'Arabie Saoudite, encore elle, n'est pas le seul pays musulman du monde. Par contre, au niveau occidental, c'est la seule référence. C'est comme si on prenait, pour exemple, Chrétien, le prédicateur le plus dur. Et c'est un commentaire de José Yousra Valat. Oui, ce n'est pas tellement une référence, mais malheureusement, le contexte international fait que, aujourd'hui, c'est surtout l'Arabie Saoudite, avec son salafisme, avec sa charia qu'elle vit, que nous voyons tous les jours, qu'on voit chaque vendredi, comment on coupe les têtes des gens, comment on lapide des gens. C'est ça l'Arabie Saoudite, c'est ça le salafisme. Malheureusement, avec le pouvoir aussi économique de ce pays, l'Europe, pas seulement l'Europe, aussi d'autres pays musulmans ou à majorité musulmane ont été envahis par cette idéologie. Nous l'avons ici en Suisse aussi. Il y a beaucoup d'organisations islamiques qui sont
tout à fait dépendants de ces, de ces fleuves d'argent et de propagande. Le meilleur exemple peut-être, c'est l'ex-Yougoslavie. Allez voir ce qui se passe en Albanie, allez voir au Kosovo ou en Macédonie. Bref, j'aimerais juste dire... Alors, je vous demandais une réponse brève. Oui. Madame Massaleh, je crois qu'on a bien compris votre point de vue sur l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien qu'on avance un peu dans ce débat, parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas se focaliser uniquement sur les problèmes que posent les musulmans dans cette émission. On est allé voir la jeunesse musulmane dans ce pays. Et ce qu'il faut dire, c'est que, et pour les jeunes, et pour les 400 000 musulmans de ce pays en général, il n'y a pas de problème. Il y a une très bonne intégration. On va entendre d'ailleurs des jeunes qui sont avec nous ce soir. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir Yassine Dif. Il est suisse, musulman, pratiquant et premier lieutenant à l'armée. C'est un reportage qui est signé Jean-Marc Hélène. Encore quelques mois et il aura son diplôme de pharmacien en poche. À 28 ans, Yassine Dif est un jeune homme comme les autres, ce qui ne l'empêche pas d'être un musulman pratiquant. Il prie 5 fois par jour. Il y a toujours des aménagements qu'on peut trouver. Par exemple, bien sûr, si l'heure de la prière arrive et que je suis en train de servir un patient, le patient, bien sûr, a la priorité. Et dans les moments de pause que j'ai, c'est là où je m'arrange pour trouver le temps pour faire la prière, par exemple. Et pour prier, il préfère la discrétion de la mosquée. Pourquoi vous ne faites pas ça à la pharmacie ? C'est pour éviter de mettre mal à l'aise des gens ou éviter de poser des soucis qui n'auraient pas lieu d'être. Et donc, si j'ai la possibilité d'aller à la mosquée, j'y vais. Arrivé de Tunisie à l'âge de 3 ans, Yassine vit sa religion très intensément. La pratique de l'islam n'est pas un obstacle à son intégration. La preuve, il est même devenu officier à l'armée. C'est à Fribourg que Yassine a grandi et c'est là qu'avec des amis, il a fondé une association citoyenne de jeunes musulmans. C'était il y a 2 ans. Un de leurs buts est de tisser des liens avec l'ensemble de la société et dépasser les préjugés. Nous, par notre engagement, on rentre en interaction avec les gens qui nous entourent, on vient montrer que c'est contraire à ce qu'ils pensaient tout simplement. Vers la nature. Il y a le moment où il y a un attentat et on se voit bombarder de l'islam, l'islamisation, État islamique, qui n'a rien d'islamique, mais on l'appelle quand même islamique, très logique. Là, je ressens une tension. Et j'ai peur que quelqu'un dans la rue me voie et qu'il me mette dans le panier des terroristes, des djihadistes et qu'il me fasse du mal. Les polémiques actuelles, ils s'en distancient. La poignée de main refusée, une méconnaissance de l'islam selon eux. Moi, je suis quelqu'un, je serre la main, hein, qu'on soit clair, et pas que la main. Moi, je fais des sports de combat où il y a pas mal de contacts, donc c'est plus que la main que je donne. Mais j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai eu une éducation différente. J'ai eu le droit de réfléchir aussi, j'ai eu le droit de choisir. En ayant analysé, étudié et compris l'islam, on découvre qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Et l'islam est très flexible et très adaptable à toute société, contrairement à ce qu'on peut croire. Bien loin des discours radicaux, Yassine et ses amis veulent simplement vivre leur religion sans bousculer la société. Alors Yassine Dif, vous êtes sur ce plateau avec nous ce soir. Vous vouliez réagir par rapport à ce qui s'est dit sur ce plateau? Tout à fait. Bonsoir à tout le monde déjà. J'ai entendu beaucoup de références à des pays étrangers, comme quoi il y a des choses qui se passent en Égypte, en Arabie Saoudite, etc. Parlons un peu de la Suisse et soyons pragmatiques, parlons du concret, de ce que vivent les jeunes musulmans en Suisse. Donc je vais réagir à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'on a rappelé tout à l'heure le cadre dans lequel on est. On est dans un cadre de droit, il y a une constitution. Tout le monde doit s'inscrire dans cette constitution, y compris les nouveaux migrants, y compris les anciens. Toutes les religions doivent s'inscrire dans cette constitution. Donc, permettez-moi de vous dire que tout le monde dans ce pays applique la loi, tout le monde respecte la loi et tout le monde est fier d'appartenir à cette constitution. Ceux qui posent problème ou ceux qui ne sont pas d'accord avec cette constitution, nous avons des procureurs, nous avons une justice qui est là, qui doit faire son travail. Vous parliez tout à l'heure de police qui devait contrôler s'il y avait des souterrains ou autres, donc des gens qui agiraient en sous-main, qu'ils fassent leur travail. Et moi, je suis le premier à les encourager. Donc, de ce côté-là, on n'a aucun problème ni avec la constitution de ce pays, ni avec l'état de droit. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai eu une éducation humaniste dans le collège Sainte-Croix à Fribourg, où on m'a appris la philosophie, l'esprit critique, la connaissance des religions, les cours dont vous parliez, et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qu'il y a autour de moi. Donc, quand on a compris ces choses-là et qu'on a compris dans le contexte dans lequel on agit différemment. Pour moi, ces 2 jeunes, c'est un épiphénomène. Pour 2 raisons. La première, c'est que ces jeunes, à mon sens, n'ont pas compris dans le milieu dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ni les us, ni les coutumes de la Suisse et qu'ils ont de la peine à les
soit les assimiler, ou à vivre avec, ou à expliquer leurs gestes, ou à expliquer comment ils sont. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème d'intégration. Problème de compréhension de la société dans laquelle on vit. Moi, je ne parlerai pas d'intégration, je parlerai de problème vraiment... Il faut comprendre dans le milieu dans lequel on est pour pouvoir interagir avec lui. Puis un deuxième problème, là, un peu plus religieux, on va s'arrêter 2 secondes sur ce hadith. Il y a diverses interprétations, il y a diverses possibilités qui vont de « je ne serre pas du tout la main » jusqu'à « on peut serrer la main ». Et à l'intérieur, il y a 10-15 avis. Ces jeunes-là ont pris un avis et ils sont arrêtés là-dessus. Pour moi, il y a une méconnaissance et du milieu dans lequel ils vivent et de l'islam, de ces personnes-là. Donc je les invite de 1 à redécouvrir l'islam parce qu'il est extrêmement large et on peut passer sa vie à le comprendre. C'est un chemin de vie, c'est une philosophie. Et de 2, apprendre à comprendre le milieu dans lequel ils sont par des cours de civisme. S'il faut les renforcer, il faut y aller. Et en comprenant mieux la société dans laquelle ils sont. Monsieur de Gérard, peut-être une réponse à ce monsieur? Écoutez, il a utilisé un autre discours qui est en parfait accord avec ce que je voulais dire. Moi, je porte le chapeau du porte-parole de la mosquée de Lausanne. Donc, alors, la langue de bois du porte-parole de la mosquée de Lausanne, c'est pas mal. Non, mais écoutez, moi, j'essayais de donner une justification pour ne pas stigmatiser cet acte. Stigmatiser toute la communauté par rapport à cet acte. Parce qu'il y a effectivement un hadith qui dit ça. D'accord. Maintenant, c'est sa mise en application. Et c'est acceptable en Suisse aussi. Pardon ? Et c'est acceptable en Suisse aussi que 2 jeunes ne serrent pas la main de leur enseignante. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Que ça soit clair. D'accord. Ah, bah voilà. Non, mais attendez. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Non, parce que c'était pas clair, simplement. Écoutez, si vous me dites, est-ce que je les condamne, je vous ai pas posé cette question. Je vous ai demandé si c'était acceptable ou pas. Vous m'avez dit qu'effectivement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. J'aimerais bien... juste dire quelque chose. Alors, d'un mot. Très vite. Après, parce que j'ai repassé... Il y a aussi une islamophobie en Suisse, dont on ne parle jamais, et qui est totalement opposée à la laïcité. Et je suis très content que M. Dib soit intervenu, parce qu'il est suisse, il est officier de notre armée. Ça me permet de dire que, quand je vois certains commentaires qu'ils retournent chez eux, etc., je voudrais quand même dire que l'islam est une religion, c'est pas une nationalité. La nationalité, c'est électif, on peut changer de nationalité, on peut changer de religion également, mais les musulmans qui sont... Oui, mais c'est plus difficile. Les musulmans qui vivent en Suisse sont, pour une partie d'entre eux, des citoyens, et on peut très bien appartenir à une famille de très vieille tradition helvétique et se convertir à l'islam. L'islam n'est pas une nationalité, c'est une religion. C'est important de le souligner. Alors, Malika Souyad, vous aussi, vous êtes avec nous, vous faites partie aussi de ces jeunes musulmans de Suisse. D'ailleurs, vous êtes retrouvés ce samedi à Épalinges. Vous étiez à peu près 300 à vous retrouver. Vous faites partie, vous, de la jeunesse islamique lausannoise. Pourquoi ce besoin, j'ai envie de vous demander, de vous réunir, de créer des associations de jeunes musulmans de Suisse? Alors bonjour tout d'abord. Alors effectivement, je fais partie du comité de la jeunesse islamique de Lausanne. Alors, ça a été créé il y a 2 ans et nous, en fait, c'est la jeunesse musulmane cherche à découvrir, à apprendre un peu plus de leur religion. Et nous, c'est tout simple. En fait, on a une vie simple comme tout le monde. On fait des études, on travaille, on fait un sport, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est échanger, discuter, découvrir. Et après, on fait tout ce que les autres groupes font, quoi. Et quand vous voyez cette histoire de Bâle, est-ce que vous trouvez que c'est un épiphénomène, que c'est un fait divers dont il ne faudrait pas parler, ou ça vous choque? Alors, exactement. Moi, je pense que c'est des cas isolés. Et je trouve un peu dommage que fréquemment, quand on parle des musulmans, c'est toujours pour les pointer du doigt. Alors que justement, il se passe énormément de choses. Il y a 400 000 autres musulmans en Suisse qui vivent leur islam tout en étant citoyens. Alors, il reste encore quelques minutes à cette émission. J'aimerais bien qu'on les consacre, dans le fond, à la question de savoir comment éviter précisément cette radicalisation dont certains parlent, comment favoriser l'intégration. Il y a notamment la question du financement des mosquées. On l'a notamment évoqué avec l'Arabie Saoudite, la question du financement des imams. Il y a aussi la question du financement du futur musée des civilisations à la Chaux-de-Fonds qui fait débat. Alors, sur cette question, en fait, du financement, Saïda Keller-Messali, qu'est-ce que vous dites, vous? Comment est-ce que faire en sorte de contrôler le financement pour autant qu'il faille contrôler le financement des mosquées ou des imams? Il faut absolument contrôler le financement parce que ça, c'est une source très importante aussi pour la radicalisation de certains milieux musulmans
en Suisse. Nous savons, par exemple, pour retourner à ces deux jeunes, que leur père est imam dans une mosquée qui est financée par l'Arabie Saoudite. C'est une mosquée, d'ailleurs comme la grande mosquée de Genève ici, qui a été financée par la Ligue islamique mondiale. Et ce n'est pas le seul organe qui finance. Il y a énormément de fondations, il y a énormément d'organes comme ça, du Golfe, mais aussi des Balkans, qui financent d'ailleurs aussi nombre de mosquées ici en Suisse. Et là, il faut regarder de très près. Je sais par exemple en Autriche, juste un petit exemple, l'Autriche a fait une loi d'islam pour justement éviter les financements de l'extérieur et pour éviter d'importer des imams, comme le cas du père de ses enfants, n'est-ce pas? Il nous faut aussi à Fribourg former des imams qui sont des imams à nous ici. Alors, le Centre Islam et Société où vous travaillez, Mallory Purdy, qu'est-ce que vous répondez sur le financement? Est-ce qu'il faut mieux contrôler le financement des imams et des mosquées? Alors, le financement, c'est clair que ça fait partie des soucis qu'il peut y avoir par rapport à la transparence et à cette ère du soupçon qu'il y a sur les mosquées, qu'il y a sur les imams. Maintenant, on a des autorités de contrôle, des fondations qui, j'imagine, font leur travail d'une façon efficace pour vérifier ces financements. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte sur l'imam sur la mosquée de Bâle. C'est la surveillance fédérale des fondations qui a ouvert une enquête. Il y a différentes enquêtes qui ont lieu fréquemment. C'est pas facile de pouvoir passer des fonds par des fondations. C'est très, très, très contrôlé. Maintenant, il est évident que je serais aussi pour une situation où le financement est plus transparent. Mais qui dit transparence dit d'essayer de donner finalement d'autres façons que de se financer, que d'être financé par l'étranger. Donc ça nécessite à quelque part une forme de reconnaissance. Donc on doit vraiment aussi discuter là parce qu'on ne peut pas simplement dire aux musulmans « soyez transparents ». C'est des associations de droit privé. Elles sont comme un club de foot. Elles ont droit finalement à une certaine réserve sur leur compte, sans obtenir cette reconnaissance derrière. C'est la même chose pour les imams. On ne peut pas simplement dire on ne veut plus d'imams étrangers sans offrir la possibilité de les former ici. Et une autre chose que j'aimerais dire encore, c'est que le job d'imam en Suisse, c'est pas le job dont rêve cette nouvelle intelligentsia musulmane que je salue, qui a étudié parce que c'est pas facile. Ils additionnent de multiples casquettes. C'est du 7/7, du 24/24. Ça nécessite une disponibilité, énormément de qualité. Ils font énormément de choses. Ils donnent des cours, ils font de la médiation, etc. Et c'est clair que ça nécessite beaucoup de compétences. Et pour avoir toutes ces compétences, il faut effectivement qu'il y ait une sorte de reconnaissance sociale du job que ça peut devenir. Reconnaissance sociale, reconnaissance officielle, Thierry Béguin, peut-être pour obtenir un financement local, je ne sais pas, des subventions de l'État, peut-être. Moi, je pour les mosquées. préférerais nettement qu'on soit extrêmement strict sur les financements étrangers et puis que même les collectivités publiques investissent pour former les imams. Ça, je suis parfaitement d'accord avec Comme ça se fait d'ailleurs au Centre Islam et Société de Fribourg. Au Centre Islam et Société, nous n'avons pas l'infrastructure pour théologiquement former des imams. Je pense que ce serait une bonne chose que nous formions nous-mêmes des imams pour avoir un islam de Suisse comme Pasqua, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, souhaitait un islam de France et il avait avancé pas mal avec le recteur de la mosquée de Paris, M. Boubaker. Alors, d'un mot sur le financement, je suis d'accord avec le financement de l'étranger, c'est une source très, très difficile à comprendre les conséquences que ça aboutit. Je suis contre. D'accord, qu'on soit clair. Vous n'avez pas de financement de l'étranger à la mosquée de Lausanne? Non, on a même, à partir du moment où on a refusé, si vous voulez, l'idéologie wahhabite, parce que le problème, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'idéologie wahhabite. Qu'on a refusé cela quand le centre islamique à Lausanne s'est constitué, que la Ligue islamique nous a coupé les fonds. Mais il y a assez de musulmans en Suisse pour cotiser et apporter ce à quoi on a besoin. Maintenant, concernant les imams, je crois que Mme Messali et Mme Purdy connaît exactement la réalité. Nous approuvons entièrement le travail qui se fait à Fribourg parce qu'ils savent très bien qu'il faut travailler ensemble pour atteindre l'objectif et non pas s'accaparer la responsabilité ou le travail des imams, parce que
vous ne pouvez pas mettre un imam et le balancer comme ça dans une mosquée, parce que s'il n'est pas à la hauteur, personne ne fréquentera ces mosquées, c'est tout. Alors, il reste encore quelques minutes à cette émission. J'aimerais bien qu'on arrive à la conclusion. Et au terme de cette émission, j'aimerais revenir vers vous, Monsieur Béguin. Est-ce que dans le fond, avec cette histoire de la main qui n'a pas été serrée, dont on a abondamment parlé, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura un avant et un après? Est-ce que ça marque une rupture ou est-ce que ça marque une forme de prise de conscience? J'espère que ça permettra une prise de conscience et moi j'étais très heureux que des jeunes musulmans suisses aient pu s'exprimer sur cette question. Je pense que c'est de nature à rassurer. Il ne faut pas non plus donner une importance exagérée à ce fait, mais on ne peut pas l'ignorer non plus. Madame Torasynta, j'aimerais aussi vous passer la parole. Vous, comme chef de l'instruction publique, est-ce que dans le fond, cette affaire, ça a modifié certaines de vos pratiques ou ça a participé d'une forme de prise de conscience? Pas du tout. Je vous ai dit, ça fait 20 ans que Genève a une pratique qui a toujours été extrêmement claire. Depuis quelques mois, nous préparons dans le canton de Genève une brochure qui sera diffusée à tous les enseignants, toutes les directions d'établissements scolaires pour rappeler qu'est-ce que c'est que la laïcité, les règles du jeu, etc. Avec également une forme peut-être un peu plus allégée pour les élèves, pour rappeler aussi qu'est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire. Ça paraît important. Je dirais qu'à Genève, cette histoire de la poignée de main, elle aurait pu arriver chez nous. On a des exemples semblables depuis très longtemps. Elle est arrivée d'ailleurs dans un de vos établissements. Oui, quelque chose d'assez semblable dans un cas d'un cours de gym. On a eu souvent ça. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que peut-être avec l'islam, on le voit maintenant parce qu'il y a un problème qui avait été en fait évacué il y a quelque temps à Genève. C'était la question d'élèves qui ne voulaient pas venir au cours le samedi matin. À l'époque, on avait l'école le samedi matin. Oui, des élèves israélites, on avait certains élèves protestants, des adventistes ou autres, qui demandaient des dispenses. À partir du moment où on n'a plus l'école le samedi matin, la question s'est plus posée. Maintenant, on a effectivement une population musulmane qui augmente, donc on a des gens pratiquants aussi, des non-pratiquants, enfin, etc. Et la question se repose, mais le cadre est toujours le même. Il faut le rappeler, c'est fermeté, clarté, cohérence, mais aussi dialogue, parce que je crois que c'est ça qui nous fera avancer. Merci beaucoup, merci infiniment à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci en particulier à Yacine et à Malika. La prochaine fois, on vous invitera, on vous laissera plus de temps de parole. Je vous l'assure. Merci en tout cas à vous tous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on change complètement de sujet. On va s'intéresser à l'obésité chez les jeunes. Nous proposons une soirée spéciale qui débutera juste après le journal dès 20h10 avec la diffusion du film Bouboule, un film qui sera suivi d'un débat sur l'obésité donc et qui sera animé par David Berger. Merci de votre fidélité et à très bientôt.